Le groupe que vous présidez comprend aujourd'hui plusieurs autres chaînes hertziennes comme Gulli, W9 et Sister, des chaînes payantes sur les réseaux des opérateurs de communication, mais aussi des radios comme RTL, RTL2 et Fun Radio. Votre groupe est également un des actionnaires de la plateforme Salto, créée avec France Télévisions et TF1. Votre parcours et votre expérience font de vous un des meilleurs connaisseurs de l'évolution du secteur des médias. Nous sommes donc heureux de partager avec vous ce matin vos analyses sur les évolutions nécessaires pour permettre aux acteurs historiques de résister à la concurrence des grandes plateformes américaines. Alors que le gouvernement s'apprête à transmettre au Parlement et même au Sénat en premier lieu, normalement, la parenthèse, mais pour mes collègues, le texte sera présenté au Conseil des ministres demain. Un projet de loi consacré essentiellement au rapprochement du CSA et de l'ADOPI. Vous nous direz s'il est raisonnable de reporter encore une fois à plus tard une réforme ambitieuse de la loi du 30 septembre 1986. Cette loi a certes permis de développer un secteur dynamique de la production, mais elle a aussi limité les droits d'exploitation de ces œuvres dont bénéficient les éditeurs. Cette situation est-elle encore tenable quand des plateformes comme Netflix obtiennent des producteurs français des conditions beaucoup plus favorables qui leur permettent de conserver les droits des programmes qu'ils financent? Comment plus généralement rétablir l'équité entre les acteurs historiques et les nouveaux acteurs? Je ne serais pas complet si j'oubliais d'évoquer l'avenir de votre groupe depuis que votre actionnaire principal, le groupe allemand Bertelsmann, a annoncé son intention de se retirer du marché français. La possible vente du groupe M6 RTL constituerait évidemment un changement structurel qui pose des questions en termes de maintien de la diversité des programmes, de concentration des acteurs et de formation d'un géant sur le marché de la publicité. Comment faut-il analyser l'annonce de votre actionnaire? La réglementation française empêche-t-elle l'émergence de leaders locaux que les dirigeants de Bertelsmann appellent pourtant de leurs vœux? Est-ce que le législateur doit, selon vous, envisager des évolutions pour permettre l'émergence de grands groupes de médias français de taille européenne? Autant de questions, bien sûr, qui nous préoccupent et sur lesquelles, je sais, vous avez une réflexion approfondie. Pour évoquer tous ces sujets, je vous propose maintenant de vous céder la parole pour 10 à 15 minutes avant de laisser notre rapporteur pour avis sur les crédits de l'audiovisuel, qui sera également rapporteur du futur projet de loi, Jean-Raymond Hugonet, vous poser une première série de questions. J'ajoute que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et d'une diffusion sur le site du Sénat. Monsieur le Président, je vous laisse le micro. De votre invitation, mesdames et messieurs, merci de nous donner l'occasion, comme souvent au Sénat, de pouvoir expliquer les enjeux de notre secteur et les questions auxquelles nous sommes confrontés de manière récurrente. En ce qui concerne le secteur actuel, il est bouleversé depuis un certain nombre d'années. Si vous voulez bien, pour la clarté des choses, je vous ferai un tout petit historique et puis ensuite peut-être développer les quelques questions qui se posent à nous aujourd'hui et qui sont évidemment tout à fait importantes pour l'avenir de notre métier et de notre secteur. Lorsque nous avons créé cette société en 1987, à la suite de la loi du visuel, il y avait déjà un problème de compétition et de marché, puisque dans la télévision analogique, dans les années 87, nous avons connu la première faillite, puisque le 13 avril 92 s'est arrêtée la 5e chaîne de télévision. On parlait déjà de chaînes en trop dans le marché, c'est-à-dire que la loi, puis la régulation, a instauré une compétition qui a été fatale à l'un des acteurs français. Ensuite, dans les années 2000, le digital a commencé à faire son apparition. Nous avons créé TPS avec nos collègues. Nous n'avons pas pu continuer TPS dans une compétition qui était trop importante avec le groupe Canal+, alors leader sur le marché, notamment avec les droits, principalement de cinéma et de football. Ça a été une course très violente, très importante, très forte, et la France n'avait pas les moyens d'avoir 2 opérateurs de télévision payante puissants sur le territoire français.
Ensuite, dans les années 2005, c'est-à-dire après les décisions de 2002, la TNT est arrivée et là, notre position a été mal comprise puisque nous avons, avec notre collègue de TF1, nous avons non pas mis des réserves sur la technologie de la TNT, bien au contraire, nous avons simplement mis des réserves la façon dont elle avait été organisée en France. Souvenez-vous, n'ayant pas tiré les enseignements précédents d'un excès concurrentiel, la TNT s'est ouverte avec des facteurs de diversité des opérateurs, pluralisme, et nous avons créé tout un tas de chaînes. Enfin, le régulateur a autorisé d'abord en 2005, puis en 2012, tout un tas de chaînes. Mais surtout, ce n'était pas le problème de la diversité des chaînes qui a été un sujet, c'est le problème de la diversité des opérateurs. Il y avait trop d'opérateurs sur le marché, il y a trop d'opérateurs sur le marché en France, ce qui a amené des attributions qui n'ont pas été suivies de création, si j'ose dire. Il y a eu même des abus qui ont été dénoncés par vous-même. Et il y a eu d'ailleurs des amendements de circonstances dont nous sommes actuellement victimes. J'en citerai un, l'amendement Azoulay qui avait été apporté à la loi audiovisuelle, vu l'excès de certaines achats-reventes de fréquences attribuées. Il y a eu une interdiction pour les opérateurs de revendre une nouvelle autorisation pendant les 5 ans qui suivent l'attribution de cette autorisation. Il se trouve que notre société et nos actionnaires, notre actionnaire de contrôle, qui est là depuis 34 ans, qui a fait son travail, qui a été de manière sécure, a accompagné le développement, investi, pris ses risques, etc. Après le 5 mai 2023, s'il venait à rester comme actionnaire de contrôle, serait, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, coincé jusqu'au 5 mai 2028, parce que, nouvelle autorisation 23, il ne pourrait pas revendre la société, ou le contrôle plutôt de la société qu'il a accompagnée pendant 34 ans. Je rappelle que notre société a été créée par 2 actionnaires, l'un français, l'autre européen. L'un français, c'était la Lyonnaise des Eaux. Pour les raisons qui lui appartiennent, elle a cédé sa participation dans les années 2000. Il n'y avait pas de jurisprudence Azoulay à l'époque. Et ensuite, le groupe RTL, vous y avez fait référence, le président, est resté l'actionnaire de contrôle de la société. Il a fait son travail il continue de faire son travail de manière correcte. Pour des raisons que je pourrais vous expliciter, il a souhaité examiner les conditions d'un éventuel retrait du marché. Encore une fois, je dirais que paradoxalement, l'amendement Azoulay a pour objectif d'accélérer plutôt sa sortie, plutôt que de laisser une sortie éventuellement organisée, puisque après le 2023, donc, la loi n'ayant pas été modifiée sur ce point, des opérateurs et des actionnaires historiques comme les nôtres ne pourraient pas se retirer pendant les 5 années suivant la nouvelle autorisation. Il en est de même d'ailleurs des actionnaires des autres chaînes lorsqu'elles se seront renouvelées. Donc on a totalement rigidifié sur ce point-là le marché français. Alors, je reviens un instant sur la TNT parce que c'est très important. Donc, la TNT a créé une nouvelle chaîne, incontestablement intéressante pour certaines d'entre elles, assez peu d'ailleurs dans les nouvelles, surtout sur le plan de la création, mais a surtout créé de multiples opérateurs qui ont eu pour fonction un excès concurrentiel qui aujourd'hui a rendu les acteurs locaux, c'est-à-dire les acteurs français, en position plus vulnérable. Lorsque nous avions défendu notre position avec nos collègues de TF1, notamment à l'époque, nous souhaitions que les opérateurs installés sur ce marché soient les gages de la diversité. Il y avait déjà une forte concurrence en 2005 quand les chaînes TNT se sont développées. Et cette concurrence entre des grands opérateurs aurait été plutôt créatrice de valeur plutôt que de multiplier le nombre d'opérateurs qui ont eu de cesse ensuite de revendre leurs chaînes, souvent avec des fortes plus-values, et qui n'ont entraîné aucun intérêt dans la création et dans le développement de l'industrie culturelle. Nous en sommes là. Nous en sommes là aujourd'hui avec simplement une transition encore plus importante et plus bouleversante qui sont l'arrivée des plateformes, qui est le 3e temps de la révolution audiovisuelle. Et l'arrivée des plateformes, cette fois-ci, ne fait plus une concurrence entre les acteurs locaux ou les acteurs européens, mais c'est une concurrence évidemment internationale avec les moyens d'Internet qui contournent ce qui était la protection de la loi, c'est-à-dire la TNT, enfin les fréquences, avec, je rappelle, la règle des 20% d'extra-communautaires, etc. Aujourd'hui, il y a une concentration de la protection, entre guillemets, sur la TNT, et il y a
une assez grande liberté sur le reste, c'est-à-dire les SMAD en France, en tous les cas sur les SMAD internationaux qui ont profité d'une réglementation très souple pour s'installer, comme dans d'autres pays, sur le territoire français. Ces acteurs mondiaux n'ont plus aucun correspondance avec notre activité en termes de taille, en termes de puissance, en termes de capitalisation. Ils sont parfois 100 fois, 200 fois plus importants que nous en termes de capitalisation, de chiffre d'affaires, de résultats. Je vous donnerai un seul exemple. Nous estimons que Netflix investit à peu près 1 milliard de dollars par an dans la technologie simplement, dans la technologie. M6, notre groupe investissait 17 millions dans le streaming. Donc nous avons décidé de regrouper des acteurs européens dans une société de streaming qui s'appelle Bedrock. Et cette société de streaming fait le streaming des Hollandais, des Luxembourgeois, des Croates, des Hongrois, des Français bien sûr, avec Salto et M6. Et nous allons la développer pour avoir un streaming, c'est une technologie, c'est installé entre Lyon et Paris, pour développer, nous espérons avoir 600-700 collaborateurs assez rapidement en ayant de nouveaux clients. Mais ça, nous n'avons pas de difficultés sur le plan technique. Les difficultés, elles viennent sur le plan des contenus. Donc là, la difficulté pour la TNT, c'est qu'elle concentre toutes les obligations, même si le décret SMAD va introduire quelques obligations aux sociétés internationales. Ce décret SMAD est encore très déséquilibré par rapport à notre activité et nous y reviendrons peut-être sur la production. Nous avons de graves soucis en matière de production. Alors, quel est le moyen de résister à cette nouvelle concurrence? Puisque c'est ça l'objet. 1. Est-ce que c'est utile? Faut-il défendre les acteurs historiques français? Et 2. Quels sont, si la réponse est oui, quels en sont les moyens et les éléments qui pourraient être mis en place? Est-ce que c'est utile? Nous pensons que les acteurs français, locaux, sont les seuls à pouvoir résister à l'envahissement des plateformes. C'est utile sur le plan de l'information, nous l'avons vu par rapport aux réseaux sociaux, nous avons des rédactions, nous avons des journalistes, ceci coûte de l'argent, que ce soit en radio ou en télévision, mais ceci donne une responsabilité éditoriale. Et donc, nous pensons que sur le plan de la démocratie, il est utile d'avoir des acteurs historiques qui peuvent faire leur métier et qui peuvent avoir une responsabilité éditoriale dans le traitement de l'information. Je pense que pas besoin d'expliciter plus avant sur ce point. Deuxièmement, sur le plan de la production et de la création. Est-ce utile, puisque maintenant les acteurs type Netflix vont produire et voire exporter dans le monde entier des programmes français? La réponse est oui, selon moi, parce que aujourd'hui, vous êtes soit local, c'est-à-dire national, soit international. C'est très difficile d'être entre les deux. Et pour être international, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons jamais eu les moyens des acteurs français d'être international. Il y a les grands studios américains, demain les grands studios comme Disney, Fox, etc., demain les grands studios chinois ont une capacité que nous n'avons pas, ou nous n'avons plus depuis de très 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 nombreuses années. Donc, ces studios, qui sont souvent ceux qui ont créé les plateformes, type Disney, ont une puissance de feu considérable. Est-ce fini la compétition et faut-il rendre les armes? Il nous semble que non, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les décisions de création ne peuvent pas se prendre toutes sur la côte ouest américaine ou sur le sud de la Chine. Car demain, si nous sommes un des pays, l'audiovisuel français représente à peu près entre 7 et 8% de l'audiovisuel mondial. Nous serons traités à 7 ou 8% dans les décisions d'investissement de ça. Et il y aura un rapport de force qui ne pourra plus s'inverser. Il est déjà difficile, il ne pourra plus s'inverser, nous n'aurons plus qu'à constater, ça sera horriblement difficile de sanctionner les plateformes, par exemple, dans la mesure où couper l'accès à ce qui constituerait l'essentiel de l'audiovisuel français à travers ces plateformes sera quasiment impossible. Donc nous avons intérêt à avoir des contrepoids. Ces contrepoids, c'est nous, les acteurs historiques. Les acteurs historiques, et pour ce faire, nous avons besoin d'un effet de taille, et nous avons besoin d'un effet de concentration vertical et horizontal. Vertical, ceci se développe dans tous les pays, des pays mondiaux, et nous avons la particularité d'avoir voulu, par un esprit masochiste incroyable, interdire la concentration verticale, c'est-à-dire l'intégration de la production
est une sanction en France. C'est un encouragement chez tous mes collègues européens et mondiaux. Et ça, j'y reviendrai si vous voulez, c'est un point absolument fondamental. Nous produisons une vingtaine de films par an. Nous le faisons en dehors de nos obligations et nous sommes très souvent pénalisés lorsque nous le faisons, que ce soit par la distribution des aides du CNC, que ce soit par la comptabilisation dans nos engagements du cinéma, sur les mandats, sur la façon d'approvisionner nos antennes, etc. J'y reviendrai. Je donnerai un seul exemple. Lorsque vous voyez que les plateformes pourront faire leurs obligations avec des achats de catalogues de films français, ces achats de catalogues de films français, le Conseil d'État d'ailleurs vient de proposer de rejeter la disposition qui interdirait l'exportation des catalogues, donc la voie est ouverte pour acheter les grands catalogues du cinéma français. Ça rentre dans les obligations. Lorsque nous le faisons, puisque nous achetons des catalogues, nous développons des droits, ce n'est pas dans nos obligations. Voilà. Je donne ce seul exemple pour vous montrer que l'intégration verticale, notre métier, c'est de développer des activités de production et pas simplement de diffusion. Ces activités de production, nous le faisons avec des créateurs. Nous ne le faisons pas tout seuls. Nous avons des contrats de longue durée avec des créateurs, nous rémunérons les auteurs, donc il ne s'agit pas de faire tout nous-mêmes, mais comme le font les grands studios dans le monde, nous avons des accords pour développer des films et nous produisons des films dont nous prenons l'intégralité du risque. Les Astérix, par exemple, nous produisons des Astérix, on dépense des dizaines de millions pour ça, et nous en prenons le risque, et nous estimons faire notre métier. Et si nous ne le faisons pas, c'est les plateformes qui le feront demain, et ces plateformes le feront dans des conditions infiniment plus difficiles pour la France que nous ne le faisons nous aujourd'hui. Donc je reviendrai, si vous voulez bien, sur l'intégration verticale en répondant à vos questions, si vous le souhaitez, parce que pour moi, c'est un point absolument fondamental. Il ne s'agit pas de renier l'intérêt de la production indépendante, il s'agit simplement de rétablir un équilibre pour permettre et inciter les opérateurs historiques que nous sommes à se développer et investir dans les séries, dans les films et dans les programmes de flux également. Et nous avons, développé un écosystème pour ça, mais nous sommes freinés car la comptabilisation de ceci dans nos obligations de production est complexe, et j'y reviendrai. Et on a une occasion historique parce que, je reviens un instant là-dessus, les producteurs qui sont censés être protégés dans la production indépendante, maintenant ce sont généralement des très grands groupes. KKR, etc. Ce sont des très grands groupes qui, sous l'abri de quelques personnalités physiques tout à fait intéressantes, tiennent en réalité la production. Aujourd'hui, la filiale d'ITV est plus protégée que la filiale d'M6, ce qui nous paraît quand même un peu abusif. Et profitons du fait que les producteurs vont avoir des commandes importantes et continueront à avoir des commandes importantes des plateformes pour rééquilibrer, non pas pour ne plus travailler avec les producteurs indépendants, mais comme l'avait suggéré un ministre il y a maintenant quelques années, 2 ou 3 ans, de rétablir un critère sans modifier les règles telles qu'elles sont aujourd'hui, simplement le curseur qui nous permet de faire entre 15 et 20% de production simplement dépendante. Ce curseur pourrait être prolongé. Le ministre avait parlé de 50%. Nous sommes ouverts même à un taux qui soit un peu différent. Simplement, ce que je veux dire, ne nous demandons pas de négocier après des rapports et des rapports et des rapports avec les organisations professionnelles qui bénéficient, pardon, pour certaines d'entre elles, d'une rente, sous prétexte de protéger le petit producteur, c'est pas le petit documentariste, hein, bon, et qui n'aboutira à rien dans la négociation, à rien. Il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. S'ils veulent défendre l'audiovisuel français, il faut rétablir un curseur qui fasse qu'il n'y ait pas ce système-là. Je vais vous donner un exemple parce que je pense que quand on parle concrètement, on comprend mieux les choses. Nous avons développé en repérant sur l'Europe un concept que vous voyez, que certains peuvent voir tous les soirs, et qui est un succès, qui est le premier succès de fiction française en France, quotidien, c'est Scène de ménage. Bon. Ceci, c'est notre plus gros succès. C'est le plus gros succès du producteur avec lequel nous travaillons, qui d'ailleurs a très très bien travaillé et grâce à ce travail a développé sa société. Tout va bien. Il y a plus de 4 millions de Français qui le regardent tous les soirs. Tous les soirs. Ça fait travailler un nombre incalculable d'auteurs, de comédiens, de réalisateurs. Ceci ne rentre pas dans nos obligations de production. Voilà. Ça ne rentre pas dans nos obligations de production. Pourquoi ? Parce que nous protégeons nos droits
avec le producteur, parce que nous ne voulons évidemment pas que cette série revienne sur une chaîne concurrente 4 ans ou 42 mois plus tard. Et donc nous avons un contrat de longue durée, fort bien rémunéré d'ailleurs pour le producteur, et qui est talentueux, et tout va bien. Tout va bien. Mais pourquoi c'est interdit de développer ça? Et donc nous sommes limités, puisque 80% ou 85% du reste, nous devons le faire dans des conditions différentes où nous rendons les droits de 42 mois. Je dis souvent, nous payons le prix du propriétaire pour être simplement locataire. Donc, je referme la parenthèse, pardon d'avoir été un peu long sur la production, parce que c'est pour nous un aspect fondamental dans... On parle souvent de concentration horizontale. Je pense qu'il est très important que les sociétés de diffusion, comme dans tous les pays, notamment nord-américains, s'équipent pour produire et produire avec les créateurs. Quand vous prenez Disney, c'est l'exemple même. Il fait du streaming, Disney+, il fait de la production, il a plein de chaînes de télévision et il développe évidemment son activité de studio. Nous souhaiterions faire la même chose. En Europe, vous avez ITV Studio et vous avez les chaînes de ITV. Et il n'y a aucune limitation d'aucune sorte pour le développement de ceci. Deuxième remède éventuellement par rapport à cette concurrence violente, fondamentale, très forte, c'est la concentration. Alors la concentration, nous l'avons faite, si j'ose dire, sans le dire, ou en le disant, mais sans que ça se voie fondamentalement. Quand nous faisons TPS, nous mettons autour de la table d'abord Orange à l'époque, le service public, TF1, M6. Nous avons duré 10 ans pour TPS, et puis finalement nous avons recédé à Canal+, cette participation dans un esprit de concentration, parce que Canal+, à l'époque, avait besoin de se concentrer. Lorsque nous faisons Salto, nous n'avons pas les moyens de lutter de manière efficace contre Netflix, ou contre Disney, ou contre Amazon. C'est très violent comme bagarre. Nous disons, plutôt que de rester tout seul dans notre coin, nous sommes les premiers à faire ça en Europe. Nous allons voir nos concurrents et nos collègues TF1, nos concurrents et nos collègues du service public, disant est-ce qu'il n'est pas plus intelligent d'essayer de faire quelque chose qui, à base de programmes français d'abord, puisse lutter efficacement contre ça. Les complexités et que nous comprenons que l'autorité de concurrence a mis dans la définition actuelle des marchés sont d'une rigueur que vous n'imaginez pas. Complexité que n'a absolument pas Disney quand il se marie avec Fox et qui nous fait Disney+, et puis ensuite un deuxième service que vous avez vu arriver. Et donc cette complexité de fonctionnement, si je pouvais vous la décrire en détail, vous vous apercevriez qu'on fait tout pour que ça ne marche pas. Voilà, donc on est obligé de faire 2 fois plus d'efforts, voire 3 fois plus d'efforts pour arriver à ce que Salto soit un succès. Alors les Français, il faut s'en prendre un peu aussi à nous-mêmes parce qu'on se fait des procès entre nous sans arrêt. Et donc l'autorité de concurrence est obligée de veiller à l'équilibre de tout ceci. Mais je n'ai pas le droit, par exemple, de savoir ce qu'achète Salto en termes détaillés. Donc, en étant actionnaire à 33%, je n'ai pas le droit de connaître. Nous avons été obligés de démissionner avec mes collègues du conseil de Salto pour laisser maintenant Salto, puisqu'il y a un mandataire à chaque fois que nous nous réunissons. Voilà. Donc, dans les règles actuelles de compétition, ce n'est pas une critique contre l'autorité de concurrence, mais dans les règles actuelles de compétition, ce qui montre bien qu'il faut les bouger, faire une initiative commune comme nous l'avons faite avec Salto est un parcours du combattant. Donc, les règles de concurrence, aujourd'hui, nous sommes les uns et les autres trop petits, pas assez puissants pour résister aux plateformes qui opèrent en France. Et donc, la concentration verticale doit s'accompagner de possibilités de concentration horizontale, à la fois dans le dispositif anti-concentration, limitation du nombre de chaînes, limitation du nombre de médias détenus. Aujourd'hui, nous intégrons des médias. Nous avons acheté la radio en octobre 2017 parce que nous estimons que l'un et l'autre s'enrichissent. Vous le voyez tous les jours sur nos antennes entre RTL et M6. Nous nous enrichissons mutuellement. Et donc, ce multimédia est très important, évidemment dans le digital. Nous ne sommes pas restés inactifs, nous avons été les premiers à sortir en 2008 le replay. Aujourd'hui, nous avons une plateforme dite de AVOD très importante où il y a à peu près 1 400 000, 1 500 000 Français qui viennent tous les jours sur la plateforme Sisplay.
voir des programmes soit nouveaux, soit anciens sur notre plateforme, financés par la publicité. Donc nous développons ces activités, mais nous avons quand même besoin de regroupement pour éviter une compétition acharnée qui, face à des plateformes extrêmement riches, ont évidemment des difficultés. Alors, enfin, un dernier point, la TNT. La TNT mérite d'être défendue. La TNT, elle a plusieurs avantages. Elle est quasi universelle. Nous avons pris un engagement de couverture qui nous coûte très cher. 97% des territoires sont couverts par la TNT. Elle est gratuite. La TNT, vous pouvez offrir un service totalement gratuit. Vous n'êtes pas obligé de payer un abonnement de box. La TNT, elle peut être technologique. Elle peut faire de l'UHD. La norme HbbTV couplée avec Internet permet des services interactifs, de la publicité ciblée, des interventions du téléspectateur, etc. Et la TNT est écologique, puisqu'une étude de la BBC montre qu'un téléspectateur qui regarde la télévision via la TNT consomme 2,5 fois moins d'énergie que lorsqu'il le consomme par les box, à cause des serveurs, à cause de la consommation électrique des instruments qui sont mis dans le streaming. Et donc, ce sont des atouts importants. Et pourtant, la TNT supporte toutes les obligations. La production, je viens d'en parler, mais il y a de multiples obligations qu'elle supporte. Certaines sont totalement légitimes sur l'audiodescription, etc. Mais seule la TNT supporte ces obligations. Les autres services n'ont pas les mêmes obligations. Et donc, si on veut maintenir la TNT, il faut assouplir le cadre de fonctionnement de la TNT et lui rendre plus équitable par rapport aux autres modes de distribution. Alors, comment le rendre plus équitable? D'abord, pour faire des investissements technologiques, il nous faut de la visibilité. Nous sommes renouvelables, tout comme TF1, le 5 mai 2023. Nous devons recevoir une nouvelle autorisation dans une procédure très lourde, très complexe, que mènera le CSA. Nous n'avons pas de visibilité aujourd'hui au-delà du 5 mai 2023. Et donc, en l'absence de visibilité, il est difficile de s'engager sur l'UHD, il est difficile de s'engager sur des programmes d'investissement très importants de couverture. Je rappelle que la couverture est à 97%. L'inconvénient de la TNT pour nous, c'est que c'est nous qui payons la diffusion. Voilà. Mais nous sommes prêts à le faire si on nous donne un cadre qui soit plus souple par rapport à ça. Enfin, la TNT, elle nécessite aussi que il y a une certaine souplesse. Aujourd'hui, si vous êtes propriétaire d'un service de streaming ou d'une chaîne câble satellite, vous pouvez recéder, faire les mouvements d'actionnariat qui seraient nécessaires. Ce n'est pas le cas, je vous l'ai dit, sur la TNT, où il est très difficile, puisque comme vous avez une autorisation d'émettre, elle est extrêmement encadrée, et souvent, elle a été tellement encadrée par les abus de certains que nous en sommes des victimes collatérales. Et donc, pour toutes ces raisons, vous avez remarqué sans doute que Canal+, qui devait recevoir une nouvelle autorisation le 31 décembre de l'année dernière, a négocié le fait de ne pas s'engager au-delà de 3 ans. Nous sommes tout à fait prêts à nous engager pour des plus longues durées. Mais il y a tellement de contraintes dans la TNT que le groupe Canal+ a considéré que c'était un inconvénient d'être sur la TNT plutôt qu'un avantage. Donc son engagement n'est que de 3 ans. La TNT, elle protège aussi, puisque je rappelle que les groupes extra-communautaires ne peuvent en déduire que 20%, ce qui n'est pas le cas des autres services. Donc ceci ne nous dérange pas. Nous disons simplement, nous souhaitons avoir un cadre plus souple dans lequel nous puissions nous engager sur ce service universel qui constitue l'armature de, aujourd'hui, la télévision française. En conclusion, Monsieur le Président, je dirais que j'aurais pu parler de la radio également, qui a la même compétition par rapport au streaming comme Spotify par exemple, qui est un streaming extrêmement puissant. Aujourd'hui, tel artiste français ne peut pas être répété plus de tant de fois sur les antennes de RTL, alors que sur Deezer ou sur Spotify, il n'a aucune limitation dans ce sens-là, surtout sur Spotify. Donc, nous avons une inégalité. On favorise, si je veux mettre Benjamin Biolay toute la journée sur RTL parce que je fais une journée, ça va être très difficile compte tenu de la comptabilisation, des rotations, des quotas. Et rien n'a bougé. Absolument rien n'a bougé dans ce sens-là. Nous sommes toujours soumis à des réglementations extrêmement violentes.
dont bénéficient donc, à contrario, les plateformes qui, eux, ne vont pas limiter, si l'auditeur souhaite écouter Benjamin Biolay, ce que je l'encourage, il le fera à un nombre de fois qu'il le jugera nécessaire. Voilà. Donc je dirais que cet encadrement, nous ne demandons pas une suppression des encadrements de l'occupation du domaine public. Nous demandons simplement qu'elle soit adaptée à des circonstances différentes et qui sont extrêmement violentes aujourd'hui et qui nous amènent à porter un regard très critique sur la réglementation d'aujourd'hui, qui est une réglementation des années 80. Enfin, notre actionnaire qui, après 34 ans, examine les possibilités, il n'a pas pris de décision définitive, de mettre fin à sa position d'actionnaire de contrôle du groupe M6, regarde quelles sont les opportunités de consolidation du marché français. Elles sont compliquées, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure. Aujourd'hui, les marchés pertinents ne sont plus ceux qui étaient analysés, qui servaient de base de la régulation. Le marché pertinent, par exemple, de la publicité télévisée, n'est plus le bon selon nous. Le président de L'Oréal disait déjà dans un article de Capital il y a 2 ans que la publicité digitale avait bouleversé complètement son écosystème. Aujourd'hui, la publicité digitale est plus importante que la publicité télé. Et il y a des phénomènes de substitution qui se réalisent tous les jours entre est-ce que j'investis en digital de manière ciblée ou est-ce que j'investis en publicité télévisée. Et aujourd'hui, comme les réseaux sociaux ont une importance telle en termes de consommation qu'ils ont la puissance avec les réseaux sociaux. C'est ça qui est nouveau. C'est qu'il y a la puissance, il y a le ciblage et la puissance. Plus le prix, puisque des organismes comme YouTube peuvent pratiquer, compte tenu de leur positionnement mondial et de leur croissance, des prix qui sont extrêmement compétitifs en coût contact par rapport à la télévision ou la radio. Et donc aujourd'hui, analyser le marché sur le seul angle de la publicité télévision ou de la publicité radio nous paraît être un faux sens qui se paiera très cher si on persiste dans cette définition, parce que cette définition empêche tout mouvement important de concentration, et ces mouvements de concentration s'avèrent nécessaires pas simplement en France, mais également en Europe. Et si pour une fois la France pouvait être en avance sur la redéfinition des marchés, je pense qu'on rendrait un grand service à l'Europe, parce que beaucoup d'autres pays sont confrontés à la même situation. Merci beaucoup pour la clarté de vos propos et les pistes que vous avez identifiées et que, bien sûr, nous avons entendues. Je vais passer la parole à notre rapporteur pour une première série de questions. Merci, Président. Président, merci pour un homme de médias d'avoir préféré le présentiel à la visioconférence. Et effectivement, je m'associe aux propos de Laurent Lafont pour vous remercier de votre franchise. J'aurai 2 types de questions qui vont toucher à 2 sujets que vous avez déjà abordés, bien sûr, le programme production et puis la TNT. Ma première question portera sur l'avenir de la plateforme TNT. Le CSA souhaite engager une expérimentation de l'UHD d'ici 2024 qui devrait inévitablement avoir un coût pour les chaînes qui recourront à cette technologie. Par ailleurs, la plateforme TNT ne permet toujours pas de diffuser des programmes enrichis, faute de pouvoir actuellement imposer l'emploi du protocole HBB-TV dans les récepteurs de télévision. On peut rappeler également que la détention d'une autorisation d'émettre impose des obligations en termes d'investissement dans la production pour les chaînes. Alors que votre autorisation d'émettre arrive à son terme en 2023, comme vous l'avez souligné, est-ce que vous croyez toujours à la TNT ? Quelles sont les évolutions nécessaires à sa pérennisation ? À quelles conditions un groupe comme M6 pourrait accepter de s'engager dans la modernisation de la TNT ? Ma seconde question portera sur les programmes et plus précisément sur la réglementation de la production. La situation actuelle est marquée par la persistance d'une très forte asymétrie, c'est un euphémisme, entre les nouveaux acteurs comme Netflix et les acteurs historiques, comme vous l'avez rappelé également. Comment le législateur pourrait-il faire évoluer la réglementation afin de préserver un secteur de la production indépendante, dynamique et parallèlement de mieux armer les chaînes face à leurs nouveaux concurrents ? Que penseriez-vous du fait d'établir, par exemple,
une règle des 50-50, 50% de recours à la production indépendante et 50% de souplesse permettant aux chaînes de produire en interne ou de conserver les droits négociés de gré à gré, ce qui serait la moindre des choses. Monsieur le Président, je vais vous laisser répondre à ces premières séries de questions, puis il y en aura d'autres par la suite. Merci beaucoup de ces deux questions importantes. Sur la TNT, incontestablement, nous souhaitons poursuivre sur la TNT. Nous souhaitons qu'il y ait un cadre assoupli sur la TNT dans des perspectives de pouvoir avoir des autorisations qui durent plus longtemps. Aujourd'hui, nous devons faire, vous l'avez rappelé, des investissements en UHD et vous avez souligné l'importance d'imposer une norme HbbTV aux constructeurs de téléviseurs pour que cette norme HbbTV donne les mêmes possibilités d'interaction que ce qui est diffusé à travers les box. Et ça, c'est un arrêté. Il suffit de prendre un arrêté pour obliger les constructeurs de mettre une norme HbbTV. La norme est maintenant normalisée. Elle est normalisée en diffusion. Elle doit être normalisée en réception. Pour que chacun qui a un téléviseur connecté, tous les téléviseurs qui sont vendus sont connectables. Ils ne sont pas forcément connectés. Ces téléviseurs connectables, il faut une norme pour recevoir le signal que nous émettons. Et il n'y a pas de normalisation, c'est très important dans l'industrie, une normalisation qu'il y a en Europe de la norme HbbTV pour imposer aux constructeurs, notamment aux constructeurs coréens, la possibilité de mettre une norme qui ne le feront pas spontanément, qu'ils le font dans un rapport de force. Ils mettent très volontiers une touche Netflix sur la télécommande, ils mettent moins volontairement une norme HbbTV dans la réception des signaux que nous envoyons. Donc là, il suffit de procéder à un arrêté, c'est tout à fait, je dirais que c'est de la protection nationale, mais tout à fait ouverte puisque c'est normalisé. Donc, pour les raisons que j'avais indiquées tout à l'heure, l'universalité, et enfin, nous ne souhaitons pas non plus dépendre totalement des FAI. Les FAI ont leur logique, ils ont des logiques commerciales, c'est la raison pour laquelle nous avons des discussions commerciales pour distribuer nos signaux, puisqu'ils font payer le téléspectateur et le consommateur. Donc nous avons des discussions qui sont parfois un peu viriles sur cet aspect-là. La TNT, pour nous, est un très bon instrument pour que cette discussion soit paisible. Voilà. Et nous ne voulons pas nous retrouver dépendants de tel ou tel opérateur dans tel ou tel territoire et ainsi priver, comme ça a pu arriver, le téléspectateur. Donc c'est très complémentaire. Voilà. Simplement, nous voudrions avoir plus de visibilité de façon à ce que les autorisations puissent être prolongées soit de manière automatique, soit dans des procédures beaucoup plus souples. Nous n'avons pas d'absence nous n'avons pas de visibilité au-delà, vous l'avez rappelé, du 5 mai 2023, qui est la fin de notre autorisation actuelle. Nous pensons que c'est possible sur le plan européen avec le paquet télécom, puisque nous avons des collègues, notamment en Italie, qui ont des durées d'autorisation beaucoup plus longues que les nôtres, beaucoup plus longues. Et donc, il n'y aurait pas d'inconvénient à ce que ces autorisations puissent être prolongées. Sur le plan de la production, les choses sont d'une simplicité totale. Les producteurs, les grandes sociétés de production, qui sont souvent financées par des grands fonds, se réjouissent dans leur catalogue d'introduction du fait qu'il y ait une quasi-rente en France. Donc, sous prétexte de protéger des producteurs indépendants, on a protégé les rentes de situation de la production. Or, j'ai dit qu'il était très important en France de constituer des groupes qui puissent s'appuyer sur la production et la diffusion. Et bizarrement, vous aurez constaté que l'absence de contraintes n'a pas empêché, puisque les programmes de flux ne sont pas concernés, que Banijay, pour ne pas le nommer, devienne un leader mondial. Et pourtant, il n'y avait aucune réglementation pour le faire. C'est son talent, sa création. Aujourd'hui, pourquoi il y aurait besoin d'une réglementation très contraignante pour empêcher la production de fiction? Nous sommes l'arme au pied pour la production de fiction. Et il ne s'agit pas de le faire nous-mêmes par je ne sais quel salarié d'M6, il le fait dans un accord avec des auteurs, des scénaristes, des réalisateurs, des comédiens, des talents. Et donc, simplement, nous souhaitons investir, mais ceci n'est pas comptabilisé dans nos obligations de production qui sont très lourdes, et c'est la seule chose qu'on demande. Et il suffirait de modifier un décret qui déplacerait le curseur des pourcentages qui nous sont obligés aujourd'hui,
vers, c'est l'Éden, à 50%, que vous avez évoqué. L'Éden qu'avait noté un ministre, c'est même pas nous qui avions osé le demander. Hein. Dans les mêmes définitions qu'actuellement, il suffit de ne pas changer les définitions, et un décret. Alors on nous a dit, entendez-vous avec les producteurs pour que ça se fasse. Mais quand voulez-vous vous entendre avec quelqu'un à qui vous payez, encore une fois, le prix du propriétaire et qui vous rend et qui vous loue l'appartement? Il faudrait qu'il soit majossiste pour s'entendre avec nous. Et donc, il convient que les pouvoirs publics, s'ils veulent développer l'audiovisuel français et la production, et encore une fois, ce n'est pas du tout en opposition avec les créatifs. Il n'y aurait pas d'un côté, parce qu'on est indépendant au terme des mandats, des obligations, des créatifs, et puis de l'autre côté, parce qu'on est appuyé sur un groupe de télévision, Disney, Fox, CBS, ils travaillent avec des talents. Ce n'est pas le directeur financier qui fabrique les programmes. Donc, nous faisons des films de cinéma, etc., avec beaucoup de talent. Nous faisons même des fictions avec beaucoup de talent. Simplement, notre investissement est limité par la contrainte que vous avez relevée. 50%, oui, on prend même à 40%. Je peux juste me permettre de compléter, Nicolas. Je voulais juste aussi vous signaler que ce problème-là ne concerne pas évidemment que les chaînes privées. Il s'agit aussi d'un grand enjeu de financement public. En effet, comme vous le savez, France Télévisions est aujourd'hui un très grand investisseur en matière de production indépendante. Il a conclu un accord qu'il a revu récemment en 2019, si je ne dis pas de bêtises, qui accroît d'ailleurs encore un peu son obligation de financement en matière de production indépendante. Et donc, je pense que sur les 420 et quelques millions d'euros qu'il investit par an dans la production indépendante, au total, une très très faible partie lui permet d'avoir des ressources propres. Hein. Je crois que ça doit être moins de 1% de ses investissements en production. Et donc, c'est un cas qui est unique en Europe, d'une part. C'est intéressant aussi de regarder ce qui se passe même en France. Quand vous regardez Arte, qui n'est pas soumis à cette réglementation et qui, elle, peut permettre d'avoir des productions propres ou entre guillemets, de mieux rentabiliser ses investissements, elle a des ressources propres qui viennent de ses investissements en production qui sont plus élevées que France Télévisions, alors qu'elle est de taille beaucoup plus petite. Radio France aussi, qui fait vivre tout un tas de contenus qui n'est pas du tout soumis à une réglementation de ce type, a des contenus propres et donc les fait vivre à travers ses podcasts et notamment et la vie de ses programmes en numérique permet au groupe d'avoir des recettes propres. Et je pense qu'en matière aujourd'hui de réflexion autour du financement public, on entend parler de problèmes de financement public du service public de l'audiovisuel, c'est quand même un point qu'il faut que vous ayez en tête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même essentiellement l'argent du contribuable qui est donc réinvesti dans des sociétés de production. Est-ce que l'argent du contribuable doit être investi dans des sociétés de production dont parlait Nicolas tout à l'heure? Le dernier rapport du CSA sur le sujet montre que 40%, je crois, des investissements de France Télévisions en matière de production indépendante vont vers soit Media One, soit Newen, qui est une filiale de TF1, soit encore Lagardère Studio. Et je peux prendre une série que vous connaissez certainement. Il y a des séries qui ont été à l'origine de France Télévisions, comme Les Hommes de l'Ombre ou Un village français, qui ont été produites par la société qui s'appelle Tetra Media, et qui ensuite a été rachetée en 2017 par ITV, le premier groupe de télévision privée britannique. Donc, est-ce que cette situation est normale? Nous pensons qu'il faut absolument y mettre un terme, ou en tout cas la modifier. Nous ne plaidons pas seulement pour notre paroisse, mais là aussi pour l'ensemble du secteur. Merci. Alors, il y a deux questions. Je vais commencer par Laure Darcos et puis ensuite Pierre-Antoine Lévy. Merci, Monsieur le Président. J'ai beaucoup apprécié votre dernière intervention, parce que j'allais vous poser la question sur également l'audiovisuel public, et j'allais même avoir une petite question piège. Si vous aviez été à la place de Delphine Ernotte, quelle était pour vous la première des mesures qu'il aurait fallu prendre? Et je sens votre frustration à tous les deux, de peut-être que cette loi audiovisuelle ne soit pas bien évidemment aussi vaste et aussi ambitieuse qu'elle devait l'être il y a encore 1 an et demi, 2 ans. Moi, je voulais revenir sur deux points.
J'ai beaucoup regardé et apprécié votre politique environnementale. Je pense que vous êtes peut-être sûrement les premiers, en tout cas les plus ambitieux sur ce point. À l'Assemblée nationale est en train d'être discutée la loi sur l'écologie et notamment sur les publicités. Alors ça rejoint un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président, sur la publicité et sur les changements à venir. Quelle sera, entre guillemets, votre stratégie aussi sur ce sujet-là, parce que c'est des sujets importants, même en termes de financement. J'ai un petit regret, c'est que moi, j'ai vécu, j'ai grandi avec votre chaîne, la petite chaîne qui monte, et je sais que la musique a une part moins importante, en tout cas en journée et en début de soirée sur votre chaîne, donc je trouve ça un petit peu dommage. Et puis j'aurais voulu que vous reveniez sur l'essor de gouvernance de Salto, parce que j'ai suivi ça aussi de près. Et ce que vous dites est assez inquiétant de se dire qu'on avait une ambition d'un projet intéressant, regroupant quand même les principales chaînes, et que vous ayez un mandataire en permanence et que vous n'ayez pas la possibilité de pouvoir dire ce que vous souhaitiez. Voilà, est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer aussi? Et je ne sais pas si ce projet de loi permettra d'avoir cette ambition de pouvoir peut-être vous aider sur certains de ces points. Merci. Pierre-Antoine Lévy. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale. Moi, ma question concerne la cession du groupe M6, si vous me permettez, puisqu'elle fait l'actualité. La vente du groupe par le président Thomas Rabe, donc du groupe Bertelsmann, fait l'actualité dans les médias avec pas moins de 6 candidats qui se sont manifestés. Donc tous les grands groupes audiovisuels sont sur vos talons. Et aujourd'hui, c'est une vraie fierté que vous pouvez avoir, puisque cette réussite, 33 ans après, est magnifique. Par contre, ça peut poser plusieurs questions, puisque le groupe qui est pressenti, c'est TF1. En tout cas, celui qui pourrait avoir la faveur de Thomas Rabe, c'est TF1. Donc si cette vente devait aboutir, quelles seraient les conséquences pour le groupe M6, qui possède de nombreuses chaînes sur la TNT, comme le groupe TF1? Des doublons seraient-ils supprimés? Certaines chaînes seraient-elles cédées à leur tour? C'est une question que je pourrais vous poser. Et de plus, compte tenu du succès de la chaîne M6, et notamment de certaines émissions, et vous parliez tout à l'heure de scènes de ménage, est-ce qu'on n'a pas un risque de voir le groupe TF1 et la chaîne TF1 reprendre à son profit ces émissions les plus célèbres, quitte à vider la chaîne de sa substance et de son identité? Si vous le voulez bien, on va prendre toutes les questions, comme ça vous pourrez y répondre de manière groupée. Jacques Grosperrin, qui est aussi derrière vous. Merci, Président. Moi, je voudrais vous féliciter, Président, de tout le travail que vous avez fait, de l'évolution de cette chaîne, et en continuité avec la question de Pierre-Antoine Lévy. Moi aussi, je suis inquiet, parce que vous nous avez dit que les groupes des médias européens, qui étaient de plus en plus concurrencés par le numérique, doivent se réorganiser. Donc, j'ai cru comprendre que le fait qu'il y ait un rachat potentiel ou qui est dans les tuyaux, on le sent bien et on l'entend. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de pouvoir se réorganiser aussi en interne? Et c'est vrai que la première question, ce serait l'avenir de votre chaîne M6 RTL, du groupe M6 RTL, et peut-être aussi son implantation en France. La deuxième question, c'est sur le Conseil d'État qui a retoqué une disposition du projet de loi qui visait à instaurer un droit de regard du gouvernement en cas de vente de catalogue audiovisuel, et c'est devenu plus qu'un droit, c'est devenu une déclaration préalable. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer? Puis enfin, une troisième question à laquelle vous ne pouvez pas manquer, c'est ce qui s'est passé sur les dîners mondains. Vous êtes au centre, pas d'une polémique, parce que je pense que vous avez fait votre travail, vous avez bien fait votre travail. Je pense que c'est le rôle d'une télévision et de médias de parler de ce qui se passe, mais nécessairement aujourd'hui on ne peut pas ne pas vous en parler. Et moi j'ai été choqué, alors j'ai vu qu'il y avait eu un communiqué, la Société des journalistes de M6 qui était intervenue, mais j'étais choqué de l'attitude de la personne qui a dit, qui n'a pas dit, etc. Mais surtout lorsqu'elle peut ou elle prétexte le fait que c'est pour faire tomber le gouvernement, et les mots qui m'ont plus surpris, c'est ces mots entre la Révolution française et Vichy. Est-ce que vous, alors ce sont des termes qui sont outranciers, est-ce que vous réservez le droit ou de porter plainte ou de laisser passer cela, parce que pour vous,
comme disait Edgar Faure, quand c'est trop excessif, ça ne mérite pas d'être remarqué. Merci. Jérémy Bacchi. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de Taverneau, pour votre exposé et l'ensemble de vos éléments. Alors, rapidement, j'avais 2-3 questions, mais beaucoup de mes collègues ont aussi dit des choses extrêmement intéressantes. Je partage les remarques, notamment concernant la reprise et l'inquiétude, en tout cas, qui traverse un bon nombre d'observateurs de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau du groupe M6, et est-ce que nous arriverons, au-delà de la reprise, en fonction du repreneur, à conserver une certaine singularité, à la fois dans les programmes, mais une certaine identité si forte à la chaîne depuis tant d'années maintenant. La deuxième question, mais je ne m'étends pas, c'était là aussi concernant la gouvernance de Salto, beaucoup d'interrogations sur le devenir de cette plateforme, à la fois ambitieuse, malgré les difficultés que vous évoquiez. En tout cas, je ne crois pas que son ambition était de concurrencer les géants des plateformes telles que Netflix ou autres, mais est-ce que les difficultés que vous évoquiez brièvement concernant la gouvernance ne sont pas de nature, pour le coup, à parasiter le développement de cette plateforme tant entendue par bon nombre d'observateurs? Troisième question, rapidement, sur les publicités, mais vous l'avez évoqué également. Comment analysez-vous les années à venir en termes de recettes publicitaires, notamment avec la concurrence, mais ça vous en avez parlé, notamment de tout ce qui peut être en streaming ou sur d'autres supports, et est-ce que les entrées sur ces nouveaux supports sont de nature à compenser les pertes de publicité traditionnelles sur les chaînes du groupe jusqu'à présent? Et enfin, une dernière question, au regard de la situation qu'on connaît dans le milieu du sport, des droits télé, ce qui est vrai pour le football, mais pour un certain nombre d'autres sports, n'est-il pas temps de peut-être faire évoluer le décret Léotard sur les grands événements sportifs pour que ceux-ci puissent être retransmis en clair? Et quelle est votre position, évidemment, là-dessus? Et quel impact cela pourrait avoir pour une chaîne, pour des chaînes comme les vôtres? Je vous remercie. Voilà, Monsieur le Président, je voudrais laisser répondre à cette série de questions. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vais essayer d'y répondre brièvement et dans l'ordre. Sur la musique, c'est justement la traduction de ce qui se passe aujourd'hui sur le digital. Lorsque nous étions en 87, dans les années il y a 30 ans, la seule façon de regarder des clips musicaux, des vidéos musiques, c'était d'aller sur M6 ou après W9, qui fait beaucoup de musique également. Où la seule façon d'écouter de la musique, c'était de se brancher sur RTL2 ou certains de ses concurrents. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les clips sont donnés et ne sont généralement pas payés par les organismes type YouTube. Et nous devons payer les clips, et avec souvent une audience absolument minime. Donc nous avons discuté avec l'industrie musicale, avec le SNEP, nous avons trouvé un accord avec celui-ci pour mettre en avant les nouveaux talents, parce que la musique, ça marche dans certaines conditions. C'est pas tellement la peine de diffuser toute la journée des clips comme nous le faisions, et je suis très heureux d'entendre que vous les regardiez. Aujourd'hui, ils sont regardés sur plein de chaînes YouTube, plein de chaînes, etc., de manière gratuite. Donc, nous préférons nous consacrer nos moyens, mais là aussi, nos cahiers des charges ont très peu évolué. Lorsque nous avons demandé de redéfinir les conventions, sur la base des autorisations qui ont été émises dans les années 80, fait que nous avons été attaqués sur le fait que le CSA, qui nous avait donné des assouplissements, notamment sur W9, il y a eu une attaque contre ces assouplissements. Donc on voit bien que le système est totalement rigide. Or, il faudrait donner le moyen au CSA de changer des dispositions lorsque l'environnement change. C'était le cas de la musique, de manière flagrante. Voilà. Sur le sport, parce que pour reprendre les thèmes, pardon de les faire de manière un peu disparate, sur le sport, sur les télévisions commerciales, engendre toujours des déficits. Voilà. Il n'y a pas d'équilibre lorsque nous diffusons du sport, à très peu d'exemples pour ça. Néanmoins, des chaînes généralistes comme les nôtres ont besoin de quelques grands sports, nous avons fait des efforts en étant attentifs à ce que ça soit conforme aux droits de la concurrence, très attentifs, pour là aussi tenter de nous regrouper.
C'est ainsi que l'euro, que vous verrez sur nos antennes, nous le partageons avec notre collègue de TF1. Nous diffusons la moitié des matchs sur M6, la moitié sur TF1, 11 chez nous, je crois. Et pourquoi nous l'avons fait? Ce n'est pas le plaisir de partager avec notre compétiteur. Je pense que la réciproque est vraie aussi. C'est simplement que nous n'avons pas les moyens de supporter le coût de diffusion gratuitement de l'euro auprès de... enfin, diffusion gratuite d'accès gratuit auprès de notre public. Donc le sport, l'élargissement des décrets, les décrets, c'est une très bonne chose. Nous n'aurions pas l'équipe de France sur M6 de football s'il n'y avait pas ce décret pour les événements d'importance majeure. Et donc, encore une fois, il appartient au pouvoir public de déterminer le juste milieu des événements d'importance majeure parce qu'évidemment, ceci nous protège d'avoir des exclusivités payantes sur les autres questions, sur notre actionnaire. Je rappellerai simplement que cet actionnaire a été fidèle, 34 ans. 34 ans d'accompagnement continu. Et j'en profite pour répondre à l'autre question sur les journalistes, sans intervention éditoriale. Je pense que c'est précieux. Et dans lequel nous avons eu une liberté complète. Et donc j'assume, en tant que directeur de publication, tout ce qui a été fait et ce qui est fait sur nos antennes, sans avoir une intervention, c'est sa politique du groupe Bertelsmann RTL Group sur le contenu éditorial de nos chaînes. Et ça, c'est une importance. Je pense que si nous avons pu développer des magazines, si nous avons développé de l'information a un grand succès actuellement sur M6. C'est parce que nous avons une responsabilité éditoriale qui nous a été transmise par notre actionnaire, ou laissé en tous les cas par notre actionnaire. Aujourd'hui, il regarde si la consolidation des marchés, il fait la même analyse que nous sur les marchés. Donc il regarde les opportunités qu'il y a. Effectivement, il y a un certain nombre de candidats et ça fait plaisir à nos équipes de voir qu'il y a beaucoup de candidats. Après, lequel viendra chez nous, s'il y en a un qui vient, c'est une autre question. Mais en tous les cas, on a un moment de fierté de nos équipes sur le travail accompli de toutes nos chaînes et de tous nos services audiovisuels. Il y a beaucoup de questions examinées, Qu'est-ce qui est compatible avec les règles anti-concentration? Qu'est-ce qui est compatible avec l'analyse des marchés? Nous pensons que cette analyse des marchés devrait évoluer. Il est nécessaire qu'elle évolue. Et ensuite, il prendra une décision, non pas pour vendre le groupe, mais pour céder tout ou partie de sa majorité de contrôle. Ceci peut se traduire par une fusion, ce qui amène une consolidation des marchés, ou peut se traduire par une vente à un acteur déjà présent sur le marché européen. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette analyse, enfin l'actionnaire est dans cette analyse. La somme des contraintes, évidemment, l'a surpris, ou en tous les cas, il en a pris compte. La somme des contraintes amène parfois des décisions. Paradoxalement, je dirais, je ne dis pas que c'est la voie qui sera empruntée, mais paradoxalement, la solution la plus simple, c'est de vendre ces 48,3% à un Européen. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc ça, il y a une réglementation qui fait que c'est le plus simple. La plus complexe, c'est évidemment avec des partenaires industriels qui sont déjà sur le marché. Et plus ils sont importants, plus la contrainte est lourde. Mais peut-être que plus l'efficacité est grande aussi. Et donc, nous pensons que, en tous les cas, nous avons toujours été favorables à la consolidation. Et consolidation ne veut pas dire dilution. Nous sommes évidemment très attentifs, et moi personnellement j'y veillerai, à ce que le travail que nous avons fait pendant 34 ans pour développer des marques, des chaînes, M6 ne disparaîtra pas. W9 ne disparaîtra pas. Alors il y aura certaines sessions selon des candidats, puisque la loi maintient cette autorisation, mais c'est très variable. Mais en tous les cas, les marques auxquelles nous sommes profondément attachés ne disparaîtront pas, et ça ne sera pas l'intérêt d'un éventuel repreneur que de les faire disparaître. Le prix est ajusté, si j'ose dire, et son intérêt, c'est les équipes qui ont été constituées dans le groupe M6 et les marques qui ont été, si vous me passez l'expression, les contenus, les émissions qui ont été mises dans le groupe M6. Lorsque vous avez des E égale M6 qui existent depuis 33 ans, des turbos qui existent depuis 33 ans, des capitales depuis 20 ans, ce n'est pas pour les supprimer, les arrêter.
Donc c'est simplement pour éventuellement les renforcer en leur donnant des moyens supplémentaires dans une compétition de plus en plus lourde. Je peux peut-être répondre à la question de Mme Darcos sur le projet de loi climat, enfin sur les débats, parce que je sais que le Sénat est très engagé aussi sur cette question. Ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que le texte qui, pour l'instant, puisque les 2 articles qui nous concernent de très très près, l'article 4 et 5, qui donc a été examiné à l'Assemblée dernièrement, pour nous, il s'agit d'un équilibre qui est plutôt, entre guillemets, convenable, si j'ose dire, entre les objectifs environnementaux, les impacts économiques d'autre part. Donc il y a eu, comme vous le savez, une restriction qui a été apportée sur la publicité pour la promotion des énergies fossiles et par ailleurs la mise en place d'un code de bonne conduite. Alors c'est vrai, vous l'avez noté et je vous en remercie, le groupe M6 est très engagé en la matière avec une semaine green sur toutes nos antennes qu'on a lancée bien avant d'ailleurs toute la réflexion en cours et le projet de loi climat. On a eu récemment encore le documentaire Legacy de Yann Arthus-Bertrand qui a été diffusé en prime time aussi sur M6. Rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que nous, on s'est engagé pour faire un code de bonne conduite, un contrat climat, avec notamment beaucoup de propositions sur le plan éditorial, pour continuer d'accompagner un peu cette réflexion en matière écologique. Mais évidemment, voilà, on regardera de très très près tout ce qui peut venir restreindre, Nicolas en parlait, un peu plus les recettes publicitaires qui sont notre seule source de revenus, avec toutes les conséquences que l'on sait ensuite en matière d'information, de déontologie de l'information, etc., et de financement des programmes. Donc, voilà. Et peu concernés par cette loi climat. Et là aussi, il faut faire attention de ne pas réintroduire, quelles que soient les bonnes volontés, les bonnes mesures. C'est pour ça que nous avons délibérément accepté de nous engager sous la responsabilité du CSA dans ces accords. Nous faisons très attention à cela. Nous avons, Karine le rappelait, sur le plan éditorial, la première émission, nous avons commencé à faire Écolo 6 en 1990. Bon. Simplement, il y a un momentum. Aujourd'hui, pas forcément la publicité aide à la relance. Et la relance, c'est aussi de permettre de défendre l'écologie. Et la deuxième chose, n'accroissons pas par des mesures qui seraient strictement ciblées sur les médias contrôlés, entre guillemets, n'ajoutons pas une distorsion de concurrence entre le digital d'un côté, qui ne sera pas concerné par l'essentiel de ces mesures, et les médias historiques de l'autre, qui, eux, subiraient de plein fouet des restrictions importantes. Est-ce que j'ai répondu? Non, il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je pense. Pardon. Alors, est-ce que les dîners clandestins, ou supposés comme tels, bon, alors, je ne suis pas spécialiste. Je dirais simplement que moi, je fais confiance à la rédaction du Dîner 45 qui fait son travail fait son travail après les mises en cause, par les mises en cause, donc c'est un peu paradoxal. Voilà, donc je crois que les journalistes ont fait un travail correct dans lequel il a été repris, ils ont été mis en accusation par l'accusé, ou le supposé comme tel. Je laisse chacun libre d'apprécier comme il se doit les informations qui ont été transmises. J'ajoute simplement que dans nos médias, nous avons un comité de déontologie qui concerne aussi bien la radio que la télévision. Le comité de déontologie se réunit, d'ailleurs il est présidé par un ancien sénateur d'ici, et lorsqu'il y a des questions qui peuvent être posées ici ou là, elles peuvent l'être directement par le comité de déontologie. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu énormément de travail sur le groupe M6. Et puis, pardon, alors le contrôle des catalogues. Je dirais que le meilleur contrôle que les catalogues puissent rester en France, c'est qu'on puisse les acheter, et que ça rentre dans nos obligations, et non pas inciter les plateformes à les acheter et les faisant rentrer dans leurs obligations. Donc avant de faire un contrôle aux frontières qui n'est jamais tout à fait efficace, faisons en sorte que les acteurs français, historiques, qui sont sur le marché français, puissent continuer à développer une activité de catalogue. Voilà. Il y a des tas de mesures pour ça, et notamment de ne pas permettre aux uns de les mettre dans leurs obligations de production
et ne pas le permettre aux autres. Déjà, je pense qu'on aurait fait un bon travail et pas le travail à l'envers. Ensuite, est-ce que les recettes digitales pourront prendre la pub télé? Il y a un arbitrage permanent, c'est pour ça que je considère que c'est un seul marché. Il y a, si vous voulez, vous avez plusieurs catégories de marché. Vous avez le marché aujourd'hui, vous avez le marché de la publicité télévision, vous avez le marché de la publicité vidéo, le marché de la publicité display, le marché du search. Le marché du search, il est très particulier, c'est le marché Google, pour faire court. Il est assez particulier. Et notamment, il concerne tout un tas d'entreprises qui ne sont pas concernées par la publicité télévision, par exemple. Par contre, sur le display, le marché vidéo, nous sommes en compétition, nous, toute la journée, avec Instagram, avec Facebook, avec YouTube, etc., pour les insertions publicitaires. Nous le serons de plus en plus avec la publicité segmentée, parce que nous développons la publicité segmentée qui vient d'être autorisée, avec quand même une limitation de la géolocalisation et de l'adresse, alors que dans la publicité digitale, là aussi, il y a une inégalité de traitement, on peut mettre l'adresse. Mais pour nous, il faut redéfinir le marché de la télévision. Dans les pays européens, nous sommes évidemment dans un marché qui est substituable. Et aujourd'hui, nous vivons cette substitution. Et si vous voulez, ce qui est formidable, c'est que vous avez des facteurs de croissance dans la publicité digitale qui sont phénoménaux, des 40%, des 45%. Le marché de la publicité télévision stricte est stable depuis, au mieux, l'année dernière il a diminué, mais est stable depuis 10 ans. Donc, je trouve que de ne pas nous permettre de nous regrouper pour essayer de développer des choses, et quand même, on s'apercevra dans 5 ans que ça serait une erreur énorme, énorme. Il en va, je pèse mes mots, que ce soit en matière de concentration verticale ou en matière de concentration horizontale, nous jouons l'avenir des acteurs historiques européens dans cette bagarre. Le problème n'est pas simplement français sur la concentration et la définition des marchés, il est européen. En ce qui concerne la production, le problème est français. Et paradoxalement, nous sommes en train de nous tirer une balle dans le pied pour ne pas permettre des investissements chez les créateurs que les acteurs historiques sont prêts à faire, sont prêts à développer. Et nous avons le même combat, notamment avec le groupe Canal+, sur ce thème-là. Moi, je voudrais revenir sur 2 points, si vous me le permettez. D'abord, concernant la TNT, votre définition, nous avions compris dans les premières discussions avec le gouvernement que l'intention de départ était de le mettre dans le projet de loi, et on constate, dans la confirmation demain, mais selon toute vraisemblance, que ça ne sera pas dans le projet de loi. Alors, je ne vais pas vous demander d'interpréter la position du gouvernement sur ce point, mais pour nous éclairer, nous, dans notre réflexion, est-ce que vous pourriez nous donner des informations complémentaires sur 2 aspects? D'abord, sur la TNT haute définition, nous préciser quels seraient les avantages pour les consommateurs, compris que vous y étiez favorable, mais pour les consommateurs, concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Et deuxièmement, on voit bien que derrière cette question, il y a aussi un conflit avec les opérateurs de télécom sur l'utilisation des fréquences. Est-ce que avancer sur la TNT UHD, c'est limiter le nombre de fréquences qui pourraient être libérées pour des opérateurs? Et deuxième série de questions, sur la vente d'M6, est-ce qu'il y a un calendrier qui est, si ce n'est fixé, mais en tête, et est-ce que des dispositions qui pourraient être introduites dans la procédure législative qui va être engagée ici même dans un peu plus d'1 mois pourraient avoir des incidences sur le calendrier? Alors, sur les fréquences, si vous permettez, le Président, je suis toujours très attentif à être bienveillant avec les télécoms qui sont des grands clients. Une fois que j'ai dit ça, constatons simplement que la télévision rend ses fréquences et qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle norme, les progrès que nous faisons dans la compression permettent de restituer des bandes de fréquences de manière régulière, notamment aux télécoms. Ce n'est pas le cas des télécoms. Les télécoms, quand ils ont des nouvelles technologies, utilisent de nouvelles bandes de fréquences. Alors, ça enrichit l'État d'ailleurs, mais nous rendons nos fréquences. Simplement, après, nous rendons des fréquences en fonction des progrès technologiques,
mais pas en fonction des restrictions d'usage. Donc si on devait rendre trop de bandes de fréquences en 2030, etc., il y aura des restrictions d'usage, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus l'universalité dont je parlais tout à l'heure. En tous les cas, d'ores et déjà, il n'y a pas de question de restitution de fréquences aujourd'hui, enfin disons dans les 10 années qui viennent, et qui permettent aujourd'hui de continuer de développer la TNT et de bénéficier des progrès technologiques pour faire un multiplex, par exemple, supplémentaire en UHD. Ce multiplex supplémentaire en UHD permettra à la fois l'équipement en récepteur et de tester des programmes. Nous le faisons également avec les opérateurs, puisque nous allons faire une chaîne UHD pour l'euro, le prochain euro. Donc nous avons déjà des programmes qui se développent en UHD, mais si on veut que ça prenne une masse market importante, comme on dit, il faut que nous ayons un multiplex qui le développe. Mais ceci a un coût. Ceci a un coût. Donc si on nous demande de financer un multiplex UHD sans nous donner des perspectives que nous puissions rester sur notre multiplex traditionnel pour diffuser notre série, ben on ne le fera pas. C'est aussi simple que ça. Ou on ne prendra pas les engagements de couverture correspondants. Voilà. Oui pour la TNT, mais oui à l'adaptation des procédures de la TNT. Alors, il ne m'appartient pas de commenter les pouvoirs publics. Je voudrais quand même souligner que les pouvoirs publics récemment ont fait un certain nombre d'efforts pour tenter d'améliorer la réglementation sur certains points, alors qu'il y avait des batailles d'Hernani. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Souvenez-vous, quand il s'agissait de mettre des films dans les jours interdits, on nous a dit qu'on allait ruiner le cinéma français, voire mondial. Qu'est-ce qui vous en parle aujourd'hui? C'est comme quand on avait mis la deuxième coupure publicitaire dans les programmes. On nous avait dit non mais ça c'est pas possible, ça ruinera la presse, je sais pas quoi. Personne n'en parle. Lorsqu'on a introduit la publicité de la distribution à la télévision. Et si vous regardez les mesures d'assouplissement qui ont été prises, une fois qu'elles sont prises, c'est terminé. C'est terminé, c'est-à-dire que il y a, alors là par exemple sur la publicité en faveur du cinéma, et Dieu sait si on en aura besoin pour inciter les Français à retourner dans les salles de cinéma. Nous avons même offert des campagnes pour les exploitants de salles, pendant les périodes où c'était réouvert. Bon, la publicité en faveur du cinéma, on a tellement peur qu'on nous a dit c'est expérimental. Voilà, c'est expérimental, donc nous vivons sous l'expérience. Voilà. Je n'ai pas compris que c'était expérimental pour les services digitaux du style Allociné. Là, l'expérience dure depuis longtemps. Bon. Donc cette prudence qu'il y a à modifier la réglementation est difficile à comprendre. Alors, moi, je dis qu'il y a beaucoup de choses qui appartiennent au règlement. Au règlement, la régulation de la production, il n'y a pas besoin de la loi. Enfin, il y a plein de choses qui ne peuvent être faites directement. L'arrêté pour le HBBTV, c'est un arrêté. Donc, on demande souvent au Parlement de prendre des mesures qui n'incombent plutôt aux réglementaires. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, la loi audiovisuelle, les pouvoirs publics prendront leurs responsabilités. Le 50-50 qui avait été évoqué par le rapporteur tout à l'heure peut être dans la loi, pourrait être dans la loi, voilà. Mais il pourrait être aussi prise éventuellement de manière réglementaire. Voilà. On peut se poser la question sur les deux. Évidemment, s'il y avait, nous, la prolongation des autorisations pour tout le monde, hein, pas simplement pour tel ou tel opérateur, hein, pour l'ensemble des opérateurs, pour leur donner une visibilité, que ce soit les opérateurs TNT nouveaux ou que ce soit les opérateurs historiques, nous accueillerons cette initiative avec beaucoup de plaisir. Et donc, nous sommes attentifs à voir si le projet de loi. En ce qui concerne le calendrier, aujourd'hui, il y a un degré de complexité extrême pour faire le bon choix. N'étant pas propriétaire de la majorité de contrôle du groupe M6, je ne peux pas vous dire quel sera le calendrier exact. En tous les cas, je sais que mon actionnaire de contrôle y travaille. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions, y compris vers nos collègues qui sont en visio. Merci, Monsieur le Président, pour votre langage très direct et les pistes que vous nous avez identifiées. Nous avons bien entendu nous les avons écoutées et notées avec attention. Vu la distinction que vous faisiez entre le réglementaire et le législatif, ça ne nous échappe pas. Parfois, on s'aperçoit que le législatif permet d'avancer quand même et d'accélérer certains aspects qui pourraient relever du réglementaire. Vous avez cité
la norme HBBTV, ça ne nous échappe pas qu'effectivement il suffit d'un arrêté, mais cet arrêté n'est pas pris. Donc nous verrons là aussi ce que nous devrons faire dans le cadre du projet de loi, mais avec à l'esprit le fait qu'un certain nombre de choses n'avancent pas alors qu'il le pourrait. Donc peut-être que le législateur prendra sa responsabilité pour faire avancer un certain nombre de sujets. En tout cas, merci beaucoup pour votre regard sur ce secteur de l'audiovisuel et votre connaissance à la fois des acteurs et des... Voilà, nous venons de vivre ensemble l'audition devant la Commission de la Culture et de l'Éducation du Sénat de Nicolas de Taverneau, le président du groupe M6. Alors que faut-il en retenir? Plusieurs points importants. D'abord sur le futur rachat du groupe M6, sur lequel Nicolas de Taverneau n'a pas été très bavard. Nous avons toujours été favorables à la consolidation, mais consolidation ne veut pas dire dilution. M6 ne disparaîtra pas, W9 non plus, a expliqué le patron du groupe sans n'évoquer une seule fois son possible racheteur TF1. Il a également évoqué les plateformes de streaming et je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Nous estimons que Netflix investit à peu près $1 milliard par an dans la technologie simplement, dans la technologie. M6, notre groupe investissait 17 millions dans le streaming. Bon. Donc nous avons décidé de regrouper des acteurs européens dans une société de streaming qui s'appelle Bedrock. Et cette société de streaming fait le streaming des Hollandais, des Luxembourgeois, des Croates, des Hongrois, des Français bien sûr avec Salto et M6. Et nous allons la développer pour avoir un streaming, c'est une technologie, c'est installé entre Lyon et Paris, pour développer, nous espérons avoir 600-700 collaborateurs assez rapidement en ayant de nouveaux clients. Mais ça, nous n'avons pas de difficultés sur le plan technique. Les difficultés, elles viennent sur le plan des contenus. Donc là, la difficulté pour la TNT, c'est qu'elle concentre toutes les obligations, même si le décret SMAD va introduire quelques obligations aux sociétés internationales. Ce décret SMAD est encore très déséquilibré par rapport à notre activité et nous y reviendrons peut-être sur la production. Nous avons de graves soucis en matière de production. Alors, quel est le moyen de résister à cette nouvelle concurrence? Puisque c'est ça l'objet. 1. Est-ce que c'est utile? Faut-il défendre les acteurs historiques français? Et 2. Quels sont, si la réponse est oui, quels en sont les moyens et les éléments qui pourraient être mis en place? Est-ce que c'est utile? Nous pensons que les acteurs français, locaux, sont les seuls à pouvoir résister à l'envahissement des plateformes. C'est utile sur le plan de l'information, nous l'avons vu par rapport aux réseaux sociaux, nous avons des rédactions, nous avons des journalistes, ceci coûte de l'argent, que ce soit en radio ou en télévision, mais ceci donne une responsabilité éditoriale. Et donc, nous pensons que sur le plan de la démocratie, il est utile d'avoir des acteurs historiques qui peuvent faire leur métier et qui peuvent avoir une responsabilité éditoriale dans le traitement de l'information. Aujourd'hui, vous êtes soit local, c'est-à-dire national, soit international. C'est très difficile d'être entre les deux. Et pour être international, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons jamais eu les moyens des acteurs français d'être international. Il y a les grands studios américains, demain les grands studios comme Disney, Fox, etc. Demain les grands studios chinois ont une capacité que nous n'avons pas, ou nous n'avons plus depuis de très 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 nombreuses années. Donc ces studios, qui sont souvent ceux qui ont créé les plateformes, type Disney, ont une puissance de feu considérable. Est-ce fini la compétition et faut-il rendre les armes? Il nous semble que non, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les décisions de création ne peuvent pas se prendre toutes sur la côte ouest américaine ou sur le sud de la Chine. Car demain, si nous sommes un des pays, l'audiovisuel français représente à peu près entre 7 et 8% de l'audiovisuel mondial. Nous serons traités à 7 ou 8% dans les décisions d'investissement de ça. Et il y aura un rapport de force qui ne pourra plus s'inverser. Il est déjà difficile, il ne pourra plus s'inverser, nous n'aurons plus qu'à constater, ça sera horriblement difficile de sanctionner les plateformes, par exemple, dans la mesure où couper l'accès à ce qui constituerait l'essentiel de l'audiovisuel français à travers ces plateformes sera quasiment impossible.